Une question? Oui, s'il vous plaît. J'aimerais juste revenir un peu précédemment sur le slide par rapport à l'obtention. Vous avez montré une équation, parce que j'ai le cours sous les yeux, mais je l'ai pas sur votre, enfin, sur ce que vous diffusez. C'est par rapport à l'équation de Maxwell. L'équation qu'on obtient avant d'obtenir, on avait quoi? On avait sigma. Avant d'obtenir la valeur de sigma et d'epsilon étoile, vous avez indiqué une équation qui correspondait à celle de Maxwell avec plein de dérivés. Et je comprends pas, enfin, je me suis rendu compte que j'ai pas compris d'où elle venait exactement. C'est la ligne que je montre là? Ouais, s'il vous plaît. Celle-ci? Ouais. Ok. Donc, temporairement, bon, je laisse le gribouiller, mais je vais remonter beaucoup plus loin. Donc, on est en train de traiter Maxwell et on va remonter à la première fois qu'on a vu Maxwell. Hop, on y arrive, on y arrive. Voilà. Donc, on a cette expression-là et c'est celle-là qu'on reprend en mettant des étoiles. Donc, c'est-à-dire, je vais la noter dans un petit coin. Ah oui. Reconfronter. Donc, je reprends cette équation, je mets des étoiles à upsilon et sigma. Epsilon étoile sur dt égale 1 sur E d de sigma étoile sur dt plus sigma étoile sur état. Et on remonte. La partie, on traite les oscillations. Après, on y arrive. Hop, voilà. Est-ce que j'ai écrit la même chose au final? Oui. Ok. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, mais du coup, enfin, j'ai peut-être pas compris pourquoi on mettait des étoiles. C'est par rapport au fait qu'on soit en. Parce qu'on est en c'est parce qu'on est en train de traiter des déformations en oscillation et que de se trimballer des sinus et des cosinus, on prend des notations complexes parce que c'est plus facile à travailler des exponentielles, à les dériver, que se trimballer des sinus A plus B qu'il faut dériver, qu'il faut développer, etc., etc. D'accord, merci beaucoup. De rien. Pour Danusheka, dans l'énoncé, tu parles pour un examen, tu parles pour le cours? Parce que pour le cours, oui, en examen, on te le dira. On te dira que upsilon est de la forme upsilon 0 exponentielle de i oméga t, ou sinus oméga t. Voilà, donc on en était là, je projetais là. Hop. Alors, je vous laisse encore un peu du temps. Je vais parler à Mohamed. Seconde, tu ne peux pas m'écrire que c'est i quelque chose. E' et E seconde sont des nombres numériques réels. Alors que toi, tu m'écris que E seconde, c'est i quelque chose. E seconde, c'est le terme qui est devant le complexe i. Et tu ne peux pas me maintenir le en E seconde. Donc, dans ce cas-là, il reste que oméga. Alors, ça paraît une petite erreur, là. Si tu as oméga, tu as quelque chose d'autre qui est à côté. On va dire oméga. Pas de oméga. E', c'est bon. Florent, je n'ai pas de oméga dans tout ce que j'écris.
Ça marche pas pour une seconde, Arnaud. Alors, soit c'est parce que c'est difficile à l'écrire dans le chat. N, c'est état pour toi? Ouais, donc c'est faux. Je vous l'ai dit, si vous avez un oméga, vous avez quoi à côté? Vous n'êtes pas trompé? À chaque fois qu'il y a un oméga, il y a un taux. S'il y a oméga carré, il y a taux carré. Ils sont toujours ensemble. Oui. Madame, excusez-moi. Dans l'équation, devant la dérivée d'epsilon étoile, c'est quoi? État. D'accord. C'est comment ça s'appelle? Non, ouais, non, j'étais pas sûr que c'était état en fait. Sans critiquer, hein. C'était juste pour. Là, c'est l'alphabet latin. J'ai du mal avec l'alphabet français déjà. Ok, je peux corriger. Donc, je vais effacer déjà mon dessin. Ouais, je vais corriger. Je vais afficher. Alors, hop. On va monter Maxwell, Kelvin. Il me manque une partie de mon cours. Voilà, non, c'est ce que j'ai fait. On en est là, voilà. Modèle de Kevin Vaught. Donc, notre équation différentielle pour laquelle j'ai mis les notations complexes pour la contrainte et la déformation. Voilà. Je vais chercher les termes en vert et le terme en rouge. Le terme en rouge, on l'a déjà dit, la dérivée de la déformation, pour faire quelques lignes de calcul, c'est la déformation complexe multipliée par I oméga. OK? Sigma étoile, je le remplace par module complexe E étoile fois la déformation complexe. Donc, je le mets ici. Donc, j'ai remplacé sigma étoile par ça. La dérivée de la déformation, revoir tout à l'heure, on a démontré que c'était ça. Donc, du coup, j'ai tout exprimé avec la déformation complexe qui me permet de simplifier mon équation mathématique. Tac, 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 ou tac. Donc, j'obtiens que E étoile est égal à E plus tau E I oméga. Je dois identifier à cette expression pour trouver la partie réelle. Donc, la partie réelle, je l'ai vu dans le chat, on me l'a bien identifiée. Et la partie imaginaire, donc c'est E seconde. Donc, c'est tout ce qui multiplie I. Donc, il y a tau E et oméga. Je vais peut-être effacer parce qu'on ne voit plus rien. Donc, vous prenez là-dedans tout sauf le I, le nombre complexe, et c'est égal à E seconde. Donc, il y a E oméga tau. Est-ce que ça répond? Ça vous éclaire par rapport à ce que vous avez pu mettre dans le chat qui n'était pas très correct pour E seconde? Une question? Oui, excusez-moi, mais juste par rapport à la partie imaginaire, écrire état W, ça revient à écrire W tau fois E. C'est la même chose. C'est parce qu'on ne l'a pas exprimé de la même façon. J'ai un peu de mal avec vos notations dans le chat. Moi, j'ai Effectivement, mis que E seconde est égal à état fois W. Vous avez dit que état, c'était E sur. Non, vous avez dit que tau est égal à
Theta sur Ouais, E. ouais. Donc, C'est juste. Ouais. C'est ce que je m'aperçois. C'est peut-être juste une mauvaise lecture du chat parce que c'est pas facile de reproduire les lettres eta, sigma et tout dans le chat. Donc, au final, je vais repréciser. Effectivement, ça, vous pouvez l'écrire E fois. Pardon. Oméga et tau, on sait que c'est eta sur E, et donc je comprends mieux ce que j'ai pu voir dans le chat. Comme j'ai dit qu'on travaillait toujours avec oméga et tau, effectivement j'ai peut-être lu un peu vite et que j'ai un petit peu de mal aussi à lire vos lettres dans le chat. Donc effectivement, il y avait une bonne réponse de Arnaud, une mauvaise lecture de ma part du chat. Est-ce que ça va ça? Donc qu'avait trouvé eta fois oméga, c'était bon aussi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc là, je veux dire, les identifications sont assez rapides. OK. Par contre, ce qu'il faut se souvenir, c'est que quand on fait du Kelvin volt, eh bien, on ne l'exploite pas en relaxation, mais on l'exploite en fluage. Et dans ce cas-là, ce n'est pas le module complexe E étoile, D étoile qui est intéressant d'utiliser, mais c'est D étoile qu'on utilise dans le cas du fluage. Donc, comme on a la relation D étoile égale 1 sur E étoile, eh bien, c'est la partie réelle et la partie imaginaire du module D étoile qu'on va chercher. Parce qu'en fluage, c'est le module qui est le plus adapté. Alors, on avait donné cette relation-là pour passer de l'un à l'autre, que D étoile égale 1 sur E étoile. Et je vous dis, eh bien, de même, comme E étoile, il y a une partie réelle et une partie imaginaire, mais vous comprendrez plus tard pourquoi il y a un signe moins pour la partie imaginaire. Et on va tout de suite le comprendre dans cet exercice. Donc, j'écris D étoile égale 1 sur E étoile. E étoile, on l'a calculé précédemment. J'efface un peu tous mes gribouillis pour mieux voir. Donc, je reprends. D étoile égale 1 sur E étoile. E étoile est égal à... Pardon, E étoile est égal à ça. Grand E plus tau E I oméga. C'est ce que j'ai reporté ici. Encore une fois, je dois chercher la partie réelle et la partie imaginaire de D étoile, mais j'ai pas de chance. J'ai une fraction avec un nombre complexe au dénominateur de ma fraction. Donc, on utilise l'astuce en multipliant par l'expression conjuguée pour faire apparaître identité remarquable A plus B facteur de A moins B. Donc, j'ai écrit la même chose en haut et en bas. Donc là, encore une fois, là, ça, c'est pour faire apparaître A plus B facteur de A moins B et de dire que c'est A carré moins B carré. À cause de I, comme tout à l'heure, le moins va disparaître et il va rester qu'un plus. Donc, ça va faire E facteur de 1 plus tout le truc qui est au carré ici. Il restera oméga carré tau carré. Et en haut, on a ça. Donc maintenant, on n'a plus qu'à identifier ça à la partie réelle et à la partie imaginaire du module D étoile. Et vous comprenez tout de suite pourquoi on a mis un signe moins. C'est parce qu'on veut des modules qui soient des choses positives. Et pour que D secondes soient positifs, il fallait mettre un moins ici dans la définition. Voilà pourquoi on a un signe moins dans la définition de D étoile. Donc, si je projette maintenant le slide un peu plus dans sa globalité, j'efface aussi ça. Donc, tout le monde, si je regribouille un petit peu, le temps que vous notez.
Donc, D étoile, D' plus I des secondes. La partie réelle, elle est là. D'. Et la partie imaginaire, attention, il y a le signe moins, avec le signe moins. Un signe moins. OK? Hein, toujours, on identifie partie réelle à gauche du signe égal égale partie réelle à droite du signe égal, et partie imaginaire à gauche du signe égal égale partie imaginaire à gauche du signe égal. Ici, avec la particularité que dans le module D étoile, eh bien, il y a un signe moins entre la partie réelle et la partie imaginaire, pour que D' et des secondes soient tous les deux des valeurs positives. Ça va? Donc, vous voyez que là, pour Kelvin Bose, ça a été beaucoup plus rapide que Maxwell. Mais la méthodologie était la même. Oui? Je vais vous demander si, que ce soit pour le modèle de Kevin machin ou le modèle de Maxwell, bon, epsilon étoile est toujours égal à epsilon de 0, c'est exponentielle de IWT, et sigma étoile est égal à Toujours. Ouais, toujours. On écrira tout le temps ça. Et du coup, on remplace dans nos formules et après, on retourne sur soit le D, soit le E, si c'est. Voilà. OK. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on applique toute la même méthodologie. C'est ça qui est important à appréhender. Ah, j'ai une demande, c'est de remettre le slide d'avant. Donc, je ne l'avais pas vu. Est-ce que ça suffit ou il faut que je remette plus pour le slide d'avant? Oui, tous les modules E', E seconde, D', D seconde sont toujours positifs. Vous avez un signe moins, c'est que vous êtes trompé quelque part. Bien, si vous en êtes là, on va aborder la dernière partie du cours, qui est le principe d'équivalence temps-température. Alors, on va noter cette phrase sans pouvoir comprendre ce que ça veut dire. Je vais tout de suite projeter un graphe sur le slide suivant qui va expliquer un petit peu plus ça. Donc, pour l'instant, on va la noter. Donc, qu'est-ce que c'est que ce principe d'équivalence temps-température? Il permet de préciser la dépendance à la température de grandeurs viscoélastiques, soit les grandeurs
où on n'avait pas d'oscillation, donc E de t. Soit les grandeurs où on a des pulsations, des oscillations. Alors, oui, je répète que la relation, des fois je parle de oméga, de la pulsation, ou ici vous voyez que je parle en fréquence parce que le graphe qui va arriver est exprimé en fréquence. Mais on a la relation suivante, oméga égale 2πf. La pulsation oméga égale 2π fois la fréquence. Donc il y a des graphes, des fois ils sont exprimés en fonction oméga et le suivant va être exprimé en fréquence. Donc, le principe d'équivalence temps-température permet de préciser la dépendance de toutes ces grandeurs à la température. Est-ce que je peux passer? Alors, on va voir un graphe. Alors, sur ce graphe, qu'est-ce qu'on voit? On a porté en Y, par exemple, le log de E'. On aurait pu porter log de E seconde, on aurait pu porter log de E, et puis porter log de T ou log de F ou log de oméga selon les cas. Donc, si on est en oscillation, c'est log de F ou log de oméga qu'on porte en X. Si on n'est pas en oscillation, c'est log du temps. OK? Ça reviendra au même. Qu'est-ce qu'on constate? Prenons courbe par courbe. Chaque courbe a été établie à une température donnée. On a fait des isothermes. Ici, c'est la courbe réalisée à la température T1. Ici, la courbe réalisée à la température T2, et ainsi de suite, sachant que, on vous le met ici, quand on bat de haut en bas, les températures sont de plus en plus grandes. T6 est plus grand que T5, T5 est plus grand que T4, et ainsi de suite. OK? Alors, regardons la grande courbe qui a été faite à T6. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Lorsque j'augmente la fréquence, donc si je me déplace comme ça sur le graphe, comment évolue le log de E'? Il augmente. Donc, je répète, je redécris. Lorsque je regarde une courbe donnée, j'ai choisi celle faite à T6, lorsque je regarde une courbe donnée, lorsque j'augmente la fréquence, voilà, j'augmente la fréquence, et bien, quelle que soit la courbe que je choisis, log de E' augmente. Donc, quand F augmente, log de E' augmente. Maintenant, si je compare mes isothermes entre elles, si je compare de la première courbe à la dernière courbe, donc si je compare lorsque j'augmente la température, lorsque je passe de T1 à T6, eh bien, le log de E' diminue. On a donc un effet inverse de la fréquence et de la température par rapport à log de E'. Ils induisent une évolution inverse. L'effet de la fréquence de sollicitation est inverse à celui de la température. Ça va ça? Donc ça, c'est le premier point.
pense que c'est quand même assez intuitif aussi, hein. Quand vous augmentez la fréquence, le matériau répond pareil que si vous baissez la température. Ça revient un peu au même. OK. Pour comprendre la suite de mon discours, j'ai refait ce slide-là en mettant des couleurs. Voilà. Pour mieux le comprendre. Voilà. Je reprojette le même slide, sauf que j'ai mis des couleurs. Alors, ce qu'on s'aperçoit, je montre avec mon curseur. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fin de compte, si on réalise une courbe, donc on étudie un module à une isotherme, ici à T5, eh bien, en fin de compte, on s'aperçoit que à cette courbe-là, en fin de compte, se déplace horizontalement et vient chevaucher, se superposer à une autre isotherme, mais faite à une fréquence plus élevée. Et on peut le voir pour n'importe quel isotherme. Maintenant, l'isotherme faite à T4, je crois voir, ouais, T4, donc que j'ai surligné en vert. En fin de compte, si je la déplace horizontalement, eh bien, elle vient se superposer à l'isotherme réalisé à T6, mais à une fréquence non plus élevée. Et ainsi de suite. L'isotherme en violet, si je la déplace, elle vient se superposer à l'isotherme à T6, sauf que la différence, c'est que cette isotherme-là, elle est faite à fréquence plus élevée. Ça veut dire quoi? Qu'en fin de compte, qu'à partir de petits isothermes, pour lequel on a étudié le comportement mécanique du polymère sur un petit domaine de fréquence, on peut établir une courbe unique qu'on appelle la courbe maîtresse. C'est ce que j'ai écrit ici, la courbe maîtresse va regrouper tous les points expérimentaux. Elle va être construite donc à une température particulière, puisque ça va être la courbe référence, donc elle va être faite à une température référence. Mais pour la construire, bien donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des translations horizontales. Et comme mon axe est exprimé en logarithme, on a fait une translation de log d'un facteur AT. OK? Quel est l'intérêt d'avoir remarqué tout ça? Bien, en fin de compte, on peut donc connaître ce qui se passe à une fréquence faible. Donc, je peux connaître ce qui se passe à une fréquence faible. Donc, fréquence faible, c'est le bleu ciel, là, fréquence faible. À une température T, donc ici, c'est T5, en expérimentant pendant une fréquence élevée, ici, mais à une température plus élevée. Je suis en train de dire que je peux connaître l'isotherme bleu ciel si je connais ma courbe maîtresse et le facteur de translation qu'il y a entre les deux. Voilà, je l'ai redit autrement. Alors, je vais recommencer. Je peux connaître, sans faire l'expérience, je peux connaître les propriétés mécaniques du matériau à l'isotherme T5 si je connais ma courbe maîtresse et le facteur de translation qu'il y a entre les deux. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. On peut connaître ce qui se passe à une fréquence faible, celle-ci, à une température T, T5, en expérimentant pendant une période une fréquence élevée, ici, mais à une température élevée qui est T6. Ce que je viens de dire pour des propriétés mécaniques faites en oscillation, eh bien, on a la même chose lorsqu'on n'est pas en oscillation, quand E dépend que du temps et pas de oméga. Donc, si on n'était pas en oscillation, on aurait la phrase, pas avec les termes en bleu ciel, mais les termes en rouge. Donc, si on n'est pas en oscillation, on a la phrase suivante. On peut connaître ce qui se passe
à un temps très long, à une température T, en expérimentant pendant un temps plus court, à une température élevée. Donc, je vais faire des gribouillis. Si on est en propriété mécanique en oscillation, ça n'a pas lieu d'être dans la phrase. OK? Ça, c'est si on fait des oscillations. Je n'ai pas voulu refaire la phrase. Parce que c'est la même chose. Maintenant, si on n'est pas en oscillation, j'efface mon gribouillis. On n'est pas en oscillation. Voilà. Voilà, 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 voilà. Et la phrase devient: on peut connaître ce qui se passe à un temps très long, à une température T, en expérimentant pendant un temps plus court, à une température plus élevée. C'est-à-dire, à partir d'une courbe maîtresse, on peut connaître les propriétés mécaniques, soit à des fréquences différentes, soit à des temps différents. Voilà ce que veut dire tout ça. Est-ce que je suis claire là? J'ai voulu tout mettre dans une seule phrase. Avec mes gribouillis, j'espère que vous avez compris comment lire cette phrase. Oui, une question? Petite question, je voulais juste savoir le log de E. Le E, c'est quel E, s'il vous plaît? Vu qu'il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Alors, si on n'est pas en oscillation, ça va être log de E de T, E dt étant le module de relaxation. OK? Si on est en oscillation, on aura ce type de courbe pour log de E', on aura ce type de courbe pour log de E seconde, E' étant le module de conservation et E seconde le module de perte. D'accord? E' et E seconde, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Est-ce que j'ai été plus claire? Oui, c'est bon, madame, merci. OK. Alors, donc vous allez faire un certain nombre d'exercices où il y aura ces courbes maîtresses à tracer ou ces différents isothermes. Il y a des tableaux de valeurs dans les exercices. Il s'avère que, par expérience, vous mettez beaucoup de temps à tracer ces courbes. Et pourtant, on est en master et c'est pas ce qu'on attend c'est pas la difficulté qu'on va vous soumettre. C'est pas ce qu'on attend de vous dans l'exercice. La réflexion porte pas sur le tracé des courbes. Mais ça vous prend un temps fou. Ça, c'est la vérité. Donc, un petit conseil d'amis, c'est que quand vous allez démarrer ou approcher des exercices de propriété mécanique et qu'il y a des courbes à tracer, faites-les à l'avance. Même si vous voulez, faites-les à l'ordinateur. Parce que c'est pas ça la difficulté de l'exercice. L'exercice, ça va être la réflexion sur ces courbes. Donc, si vous passez 3/4 d'heure à tracer des courbes, ben vous allez passer 1 minute à la réflexion. Donc, un conseil d'amis, toutes les courbes, essayez de les tracer avant les séances d'exercice. Voilà. Donc, vous allez faire plusieurs exercices où vous dessinerez ces courbes maîtresses, où vous exploiterez, calculerez les vecteurs. Et attention, les déplacements ont un sens. Vous allez déterminer des logs de AT. Si log de AT est positif, ben vous allez passer de la courbe verte à la courbe maîtresse. Si log de AT est négatif, eh bien vous allez dans l'autre sens, de la courbe maîtresse à la courbe verte. Donc log de AT aura toujours un signe. Ça vous dit de quelle courbe vous partez, à quelle courbe vous arrivez. Donc attention au signe de log de AT. Donc c'est super intéressant, c'est qu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'on n'est pas obligé de faire toutes les études mécaniques à toutes ces températures-là. Mais par contre, il faut connaître ce facteur de translation horizontale. Oui, il y a une question?
Oui, justement, comment on détermine ce facteur de translation? Eh bien, c'est le slide qui suit. Est-ce que je peux passer? Il n'y a pas d'objection? Alors, soit vous allez faire les deux cas en exercice. Soit on vous donne les courbes qui ont été faites, et l'objectif de l'exercice, ça va être de déterminer ce facteur de translation. Donc, on va prendre sa petite règle, et puis on va mesurer de combien on s'est déplacé. On va regarder par rapport à l'échelle des X. Ou alors, on va exploiter le slide suivant, qui dit quoi? Alors, non, je vais essayer de refaire apparaître les deux en même temps. Voilà, on voit un peu des deux. Qu'est-ce qu'on va dire? On va avoir des équations mathématiques des modules. Donc ces modules, soit ils s'expriment en fonction du temps, c'est-à-dire on fait des expériences sans oscillation, soit ces modules s'expriment en fonction de oméga, on est en train de faire des expériences avec des oscillations. Donc on est dans ce cas-là ou dans ce cas-là. Première partie de cours, deuxième partie de cours. Qu'est-ce qu'on va écrire? Pour chaque module, on a fait toutes nos équations différentielles, on les a résolues, on a une expression mathématique d'un module. Après, on veut travailler sur ces courbes maîtresses. Qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on va dire que ici, j'ai le Y de ce premier point X1 est égal au même Y de X2. On va dire qu'ils ont le même ordonnée. X1 et X2 ont le même Y. Donc, je vais avoir égalité. Alors, ici, je ne suis pas en abscisse. Je suis, par exemple, c'est le temps. Eh bien, je vais écrire que en Y, j'ai le même module. Alors, en Y, vous avez soit une échelle logarithmique ou pas. On a les deux. En abscisse, elle est toujours logarithmique. Elle est toujours log, abscisse. Mais en Y, vous aurez des courbes où on met log du module ou le module directement. De toute façon, si vous avez l'égalité des logs de modules, c'est que les modules sont égaux. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que pour deux équations mathématiques, on aura une égalité, mais que c'est vrai pour deux abscisses différents. Pour l'abscisse temps, t, et pour l'abscisse at, i, si l'échelle est logarithmique, ça fait at fois t. Donc je répète, il ne faudra pas se perturber par ça. J'ai juste écrit que pour deux x différents, deux abscisses différents, donc ici c'est mon temps, l'abscisse, pour deux temps différents, la relation entre ces deux temps, c'est avec le facteur multiplicatif at, j'ai la même valeur en ordonnée, le même module. Par contre, chaque courbe est en fait à deux températures différentes. Donc, si on se réfère à la courbe maîtresse, elle sera faite à la température Trf. Et si je m'intéresse à une autre isotherme quelconque, elle sera faite à la température T. Écrire ça, c'est juste dire, mes deux courbes, elles ont la même ordonnée, mais elles n'ont pas le même abscisse. Un abscisse, c'est soit du temps, soit un oméga. Et la différence entre mes deux abscisses, il y a toujours le facteur multiplicatif at. Est-ce que je suis claire? Mais encore une fois, je pense que ce sont surtout les exercices qui vont bien vous faire appréhender tout ça. C'est juste un petit peu de débroussailler toutes ces choses-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que on va écrire pour deux temps différents à un facteur multiplicatif près entre les deux, at, entre les deux temps différents, on ne va peut-être pas noter x, je vais rester général. Pour deux temps T1 et T2, T2 étant égal à AT T1, on va écrire qu'on a les mêmes égalités des modules. Et du coup, cette équation mathématique va nous permettre d'extraire AT égale. Même raisonnement si vous êtes en pulsation. Donc ici, dans ces cas-là, c'est log de log de AT, log de T,
log de T2. L'abscisse est toujours en log. Du coup, on a un abscisse en oméga. J'ai pas de oméga quand on est en oscillation. Je reprends. C'est pas assez clair. Si on est en oscillation, donc vous avez par exemple E' en Y ou log de E', on trouve les deux. En abscisse, vous avez log de oméga ou log de f, c'est pareil puisque oméga égale 2πf. Ok? C'est pareil. Peut-être que je vais mettre log de f, pour que ça corresponde à ma figure qui est là, log de f ou log de oméga, c'est peut-être plus clair comme ça. Pour deux valeurs, f1 et f2, eh bien, je vais écrire que les y, que les modules sont égaux. Mais la relation qu'il y a entre f2 et f1, c'est qu'il y a le facteur multiplicatif AT. Donc, on va écrire que log de E' à la fréquence F2 et, il manque la température, et à une température donnée, T2 est égal à log de E' à la fréquence F1 et à la température T1. Donc, si on se réfère par rapport à la courbe maîtresse, T1 ou T2 est la courbe maîtresse, donc à la température référence. OK? Mais j'écris juste que le Y d'une courbe égale le Y de l'autre courbe pour deux abscisses différents, et ces deux abscisses étant reliées avec le facteur multiplicatif AT. Donc, si on est en oscillation, les abscisses, c'est exprimé en fonction de log de f ou log de oméga. Si on n'est pas en oscillation, on aura alors en Y log de E ou E en fonction du log de T. OK? Et puis on fera pareil, hein, dans ce cas-là, on n'est pas en oscillation, donc c'est pas grave. On aura égalité des ordonnées pour deux abscisses différents. Les deux abscisses étant reliées par le facteur multiplicatif AT. Donc, on peut faire, pour déterminer AT, soit une méthode graphique en prenant sa règle et en mesurant la différence entre deux courbes. Je fais juste une lecture de l'échelle des X. Ou alors, j'ai déterminé précédemment, en résolvant toutes mes équations différentielles, j'ai une expression mathématique pour le module. Je vais écrire que j'ai égalité du module à deux fréquences différentes ou deux temps différents. Et ces deux fréquences ou ces deux temps sont reliés par AT. Donc, je vais injecter le AT dans mon expression mathématique. Et ça va me permettre de déterminer AT. Donc, soit méthode graphique, soit méthode par le calcul en écrivant que j'ai égalité des deux ordonnées pour les deux courbes. OK? J'efface un peu tout mon gribouillis. Ah, il me reste des choses écrites. Alors, j'ai mis une petite remarque, mais on va la mettre entre parenthèses. Dans tout ce qu'on raconte ici, on ne considère pas qu'il y ait une augmentation du volume avec la température. Mais ce n'est pas trop gênant. Donc ça, c'était pour évoquer ce que vous allez faire en TD. Soit une méthode graphique, soit une méthode où on va
se servir des équations mathématiques, des modules qu'on a déterminés, on va écrire qu'on a deux courbes où ils ont la même ordonnée. Ou alors, on va se servir de ce qu'ont fait certains chercheurs. Ces trois chercheurs, William London Ferry, et on parle de loi WLF pour reprendre leurs initiales, qui dit quoi? La fonction a été déterminée expérimentalement par ces trois chercheurs, William London Ferry, et ils ont montré pour un grand nombre de polymères, voilà, un nombre de polymères, que log de AT pouvait s'être exprimé en fonction de la transition vitreuse avec des valeurs précises, C1, C2, qu'ils ont déterminées, si on prend comme courbe maîtresse l'isotherme faite à la transition vitreuse. Ils ont déterminé que C1, c'est 17,4 et C2 égale 51,6. Alors, ceci est vrai si on travaille dans un domaine de température qui est compris entre la transition vitreuse et celle-ci plus 100 Kelvin. Donc tout ça, ça a été démontré pour des thermoplastiques amorphes. Donc on pourra confronter, lorsqu'on est dans ce cas-là, on a pris comme température référence pour déterminer la courbe référence, la courbe maîtresse, on aura pris comme température référence la transition vitreuse. Donc on pourra exploiter aussi cette équation mathématique et la confronter aux méthodes précédentes. Je répète les méthodes précédentes. Une méthode graphique, où je prends ma règle et je mesure l'écart entre des pots, où j'exploite les expressions mathématiques des modules qu'on a déterminés avant en résolvant toutes les équations différentielles, et on écrit que deux courbes ont le même Y avec deux abscisses différents qui ont un coefficient AT entre eux. Ceci est valable si je travaille sans oscillation ou avec oscillation, c'est pareil. Et donc, on pourra confronter ces rapports, ces valeurs de AT à celles qu'on trouve avec la loi de WLF. OK? Je vous ai mis encore une fois, il y a aussi une autre théorie. Encore une fois, je vous ai mis pour terminer ce cours qu'il existe d'autres théories. Par exemple, il y avait une théorie qui est basée sur le volume libre et qui corrèle le coefficient de translation AT pour deux isothermes, l'une faite AT et l'autre faite AT0. Et il les corrèle à la viscosité du matériau, la masse volumique du matériau et les températures des deux isothermes. Bon, il n'y a aucune démonstration, je vous balance la formule. Mais voilà, donc il y a à savoir qu'il y a d'autres théories qui permettent de donner d'autres formules pour déterminer ce coefficient de translation. Voilà, voilà. Le cours est fini. On a encore un peu de temps. Donc, je vous propose, c'est qu'on finisse par un exercice. Et puis, lundi, on se retrouve. Et on se retrouvera en TP et on se retrouvera aussi l'après-midi, si je bonne mémoire. Ouais. Pour une séance de 3 heures, eh bien, on fera des exercices.